Bonjour tout le monde. Nous allons démarrer le webinaire dans 1 minute. Merci pour votre patience et votre présence. Bonjour, DCS Éducation en partenariat avec Édition Eureka, donc est fière de mettre à votre disposition la collection Calculator. Il y en a qui l'ont utilisée les années passées et vraiment c'est une collection qui a été conçue donc dans un but de faciliter votre tâche au quotidien et faciliter l'apprentissage des mathématiques pour les élèves du primaire, donc du CP jusqu'à la 6e année. Alors, mon nom est Myriam et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette nouveauté donc, qui est inspirée des meilleures pratiques pédagogiques et qui est basée surtout sur les besoins des enseignants. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cet atelier de présentation de la collection Calculator. Et donc, je sais qu'il y a des enseignantes de CP et d'autres de 6e année. Donc, je ne sais pas pour mieux orienter cet atelier. Si vous pouvez, au niveau de l'onglet discussion, si vous pouvez vous présenter, mettre votre nom et l'année que vous avez en charge pour l'enseignement, pour axer plus, que ce soit sur les petites classes ou les grandes classes, mais bien sûr, ce webinaire, on traitera tout. Alors, DCS Éducation a élaboré un certain nombre d'outils pour vous soutenir dans votre quotidien, et ce, quel que soit
soit vos préoccupations et vos besoins. On organisera pas mal de webinaires comme celui-là pour vous aider à optimiser votre enseignement et l'apprentissage grâce à nos méthodes et nos ressources pédagogiques. Donc vraiment, on est là pour vous offrir, au-delà de l'atelier de formation, un service de soutien pédagogique et de formation qui va être assuré par nos équipes et voilà, donc l'objectif sera vraiment de partager un petit peu notre expérience, les modalités sur lesquelles on se base pour justement travailler et d'une manière concrète, voilà, lundi on est dans la classe, on utilise la méthode calculator. Comment cette méthode va nous aider un petit peu à travailler, sachant qu'il y a beaucoup d'enjeux pour les mathématiques dans l'école primaire de manière générale. Alors, j'essaie, voilà, juste de passer la slide pour vous présenter un petit peu comment ça va s'articuler cet atelier. Donc, on va commencer par une petite introduction sur les enjeux un petit peu de la discipline mathématique, sa progression, etc., les programmes, de quoi il s'agit. Ensuite, on va voir quels sont les composants qui sont utilisés pour les élèves et les composants qui sont mis à votre disposition en tant qu'enseignant. On va faire un petit saut donc, sur l'emploi du temps donc, des séances de mathématiques ainsi que la progression annuelle avec les semaines selon le nouveau calendrier. Comme vous savez, on a eu un mois de congé en plus. Donc, voilà, ça nous a permis de revoir notre progression annuelle. On va voir aussi les modèles de leçons. On va voir des petites classes, des grandes classes, un petit peu tous les domaines. On va essayer de découvrir. Et des questions qui reviennent assez souvent sur les fiches pédagogiques. Comment établir une fiche pédagogique en se basant sur le guide pédagogique qu'on offre, bien sûr, pour toutes les personnes qui utilisent notre méthode. À la fin de ce webinaire, on va consacrer 20 minutes pour des moments d'échange. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur le contenu de cet atelier ou bien sur d'autres questions qui touchent à la discipline des mathématiques ou bien sur la collection calculator. Alors, juste pour voir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont répondu? Donc, il y a des personnes qui viennent d'intégrer. Donc, si vous pouvez aller à l'onglet discussion qui est situé en haut de votre écran et en fait, vous pouvez écrire et mettre votre nom, prénom ainsi que la classe que vous enseignez pour me permettre de mieux orienter ce webinaire justement. Alors, comme vous savez, l'enjeu des mathématiques est très, très important, surtout dans des pays comme le Maroc, puisque ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, c'est tout simplement de dire aux élèves, s'ils sont bons en maths, c'est qu'ils sont intelligents. Et s'ils ne sont pas bons en maths, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. Donc, le critère, en fait, qui a été défini dans pas mal de pays, notamment le Maroc, c'est l'intelligence mathématique. Donc, c'est une intelligence qui est très prisée et qui est très revendiquée aussi. Donc, en fait, ce que nous essayons de faire au niveau de l'enseignement qu'on pratique au quotidien, et bien sûr qu'on sait, c'est que voilà, il y a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence sportive, il y a l'intelligence sur la langue. Et bien sûr, tous les élèves sont différents. Tous les élèves peuvent avoir une multitude d'intelligences qui se croisent, qui ne se croisent pas. Et chaque élève est intelligent et a du potentiel. Alors, bien sûr, l'enseignement du mathématique, il ne démarre pas au CP, il a démarré bien avant, parce que c'est une discipline qu'on peut facilement relier, si vous voulez, aux actions, je vais dire, aux choses qu'on vit au jour le jour. Tous les enfants sont déjà partis chez l'épicier, ils ont acheté des bonbons, ils ont donné de l'argent, voilà, ils ont vu des opérations mathématiques ou bien des problèmes, parce que
c'est aussi voilà, l'intitulé du mot. Donc, les problèmes, ils ont vécu des problèmes mathématiques dans leur vie quotidienne. Donc, c'est très facile de leur expliquer pourquoi on doit apprendre ces matières-là et pourquoi nous avons ces 4 domaines. Donc, qui vont revenir, on va voir au niveau de la progression les couleurs différentes pour chaque domaine. Donc, on a les nombres et calculs. Donc, c'est ce qui englobe toutes les opérations, toutes les quantités, les représentations des nombres, etc. Donc, ça, c'est dans ce volet-là. Alors, c'est bien sûr le volet le plus important au niveau de contenu, donc des leçons mathématiques. Ensuite, on a le deuxième domaine qui est la géométrie. Alors, la géométrie, bien sûr, c'est une composante qui est très, très intéressante au niveau des mathématiques parce qu'en fait, elle va développer l'attention, elle va développer l'observation, le soin, le goût du travail bien fait. Et en fait, elle va proposer aux élèves, de manière générale, une continuité de ce qu'ils ont vu avant au niveau de la psychomotricité, que ce soit fine ou globale, en proposant bien sûr une pratique récurrente du tracé. Alors tous les jours, on va avoir à tracer, écrire la date par exemple et la souligner avec une règle. Donc ça, c'est une activité de géométrie et des figures ou des choses comme ça. Donc vraiment, c'est un domaine aussi qui est très, très intéressant. Donc dès la petite section, les enfants voient le carré, le rond, le triangle, etc. Donc tous ces éléments-là sont déjà en place. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des cycles précédents. J'insiste sur ce point parce que non, ils savent déjà compter. Ils ont la suite numérique en tête. C'est tout ce qui est grandeur et mesure. Ça aussi, c'est très pratique d'avoir un petit pèse au niveau de la classe, que ce soit un pèse personne ou un pèse pour des objets, pour mesurer, quantifier les objets qu'on a l'habitude de voir, que ce soit les bouteilles d'eau ou vraiment utiliser toujours, et je vais le dire et je pense qu'on ne le dira jamais assez, utiliser en fait au niveau de la classe pour travailler un maximum de choses en manipulation, de manière pratique, parce qu'en fait, c'est ça ce que les enfants retiennent. Le premier qu'on a cité, c'est l'organisation et la gestion des données. Donc, c'est tout le traitement de l'information qu'on voit avec les élèves. Alors, les sous-bassements, si vous voulez, de ce qu'on voit au niveau de la pédagogie qui est proposé au niveau de Calculator. Donc, comme je vous ai dit au tout début, c'est qu'on s'inspire de tout ce qui est dernière pédagogie et dernière recherche. Notamment, ça, vous savez, les neurosciences, ça nous a permis de faire pas mal d'avancées, notamment au niveau d'une meilleure compréhension du cerveau de l'enfant, puisque il y a des recherches qui sont faites au niveau des classes, et en fait, on met des capteurs au niveau du cerveau de l'enfant, et on voit quand est-ce l'attention est au maximum, quand est-ce la concentration est présente, et quand est-ce les élèves décrochent. Et il suffit de se poser une petite seconde pour voir tout de suite dans la classe quels sont les élèves qui sont concentrés et quels sont les élèves qui ont un petit peu décroché et sont passés à autre chose. Donc, la conception et l'ingénierie derrière cette collection, donc elle repose, si vous voulez, sur deux choses. D'abord, la résolution de problèmes. Alors, c'est très, très important et jamais j'insisterai d'autant plus sur ce point parce que c'est ce qui va faire que les élèves vont être engagés et vont être persistants et c'est ce qui va découler de leur réussite au niveau des mathématiques. Donc, première chose, c'est vraiment travailler
avec un bon, je vais dire, climat de classe, avec de bons liens, avec une bonne relation entre enseignants et élèves. Chaque geste, chaque mouvement, chaque phrase, chaque mot qu'on dit aux élèves ou qu'on ne dit pas aux élèves, ben ça va avoir un grand impact. Et j'insiste parce que là, on est au début de l'année, on est en train de construire donc la relation avec les élèves, et soyez sûrs que des fois on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas bien vu, qu'on arrive à dissimuler soit notre désespoir, des fois notre tristesse, notre déception, quand on n'a pas la bonne réponse, bien quand on n'a pas… Et sachez que les élèves sont très sensibles et que comme j'ai dit, chaque attitude, chaque parole, chaque geste, vraiment, des fois ça se joue dans les yeux, l'enseignante ne dit rien, mais dans ses yeux, ça va avoir, si vous voulez, un impact très très fort, plus fort que ce que nous pensons envers les élèves, et c'est vraiment une responsabilité que nous avons vis-à-vis de tous les élèves que nous avons. Donc vraiment j'insiste sur ce premier point parce que c'est ça qui va être la base de tout, parce qu'on a tous eu, si vous voulez, des enseignants qui nous ont marqués d'un point de vue positif. Ils nous ont fait aimer une matière, ils nous ont fait prendre plaisir à travailler sur une matière. Et c'est d'autant plus valable pour des matières techniques comme les mathématiques, mais aussi, si vous voulez, on va avoir l'expérience d'un enseignant qui va nous dire non, 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 toi, les maths, c'est pas fait pour toi, tu comprends pas très bien, tu as vraiment de gros problèmes au niveau des maths. Et ça va tout de suite mettre une étiquette dans la tête de l'élève qui va s'automettre, qui va se mettre tout seul et il va dire ah ben non, moi les maths c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Donc vraiment, surtout pour les enseignantes qui ont des petites classes. Après, pour les grandes classes, on peut aussi inverser la tendance. On a déjà vu des élèves qui au CM1 avaient beaucoup de lacunes, avaient des grosses difficultés, mais grâce à un travail de l'enseignant, si vous voulez, une pédagogie différente avec des analyses de l'erreur, avec vraiment un travail qui va être fait soit par atelier, soit par groupe, et où le nombre d'élèves sera plus restreint, parce qu'on sait que voilà, les classes, donc on se retrouve avec un nombre important d'élèves dans les classes. Donc, il faut absolument pouvoir scinder la classe en plusieurs petits groupes pour pouvoir travailler de manière plus efficace et bien sûr proposer des outils qui vont aider les enseignantes. Et vraiment, c'est le but de ce webinaire, c'est de vous donner un maximum d'idées, un maximum de solutions concrètes qui vont vous permettre de vous aider dans vos classes et dans votre façon de travailler, bien sûr. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs choses sont en sous-bassement de la pédagogie qui est défendue et qui est présentée par la collection Calculator, notamment, c'est la résolution de problèmes. On sait qu'on passe beaucoup de temps, si vous voulez, à travailler la technique avec les élèves. Qu'est-ce que je veux dire par la technique? C'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps à bien expliquer, à donner une démarche simplifiée, à bien mettre en évidence les étapes, à donner des astuces simples, faciles pour la compréhension des élèves, notamment, par exemple, quand on fait, pour vous donner un exemple concret, quand on fait le euclidienne ou bien autre, on va prendre le temps vraiment de bien expliquer. Mais quand on travaille sur la résolution de problèmes, ce qui est, si vous voulez, au cœur, vraiment de donner du sens à ce que l'élève fait. C'est-à-dire que l'élève doit comprendre. Parce que ce qui est important, effectivement, c'est très important de savoir bien poser, que ce soit les opérations d'addition. Ce qui est encore plus important,
c'est de comprendre un énoncé et de savoir quelle opération je vais utiliser. Et si je n'arrive pas à mettre en place avec mes élèves, et ce dès le plus petit âge, c'est-à-dire dès le CP, les élèves doivent commencer à trouver des moyens. On va voir comment le fait d'accepter un maximum de moyens, un maximum de démarches, des façons différentes que vont avoir les élèves pour trouver la réponse. C'est ça ce qui va être vraiment décisif au niveau de la réussite en fait des élèves. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand on travaille sur la résolution de problèmes, on est tout de suite en train de donner et de lancer un défi aux élèves. Et tout de suite, ben, c'est une façon pour les aider en fait à s'engager dans le travail. Et quand les élèves sont engagés, quand ils sont acteurs de leur apprentissage, quand ils sont impliqués et comme dirait au niveau des neurosciences, quand la prise est bien branchée et qu'ils sont dans l'activité, là, tout de suite, ben, ça change tout. Ça change toute la dynamique au niveau de la classe, le fait de travailler aussi par groupe, de donner des noms aux équipes, de dire voilà l'équipe des dragons, l'équipe des super-héros, l'équipe de, etc. Et tout ça va vraiment motiver les élèves. Et la motivation, c'est quelque chose qui change complètement la donne. Je peux vous parler de la motivation des heures, mais ce qu'il faut retenir, je vais vous parler d'une petite étude qui est très, très intéressante. En fait, c'est un enseignant on lui a donné une classe et on lui a dit, écoutez, monsieur, on vous a pris les pires élèves de la classe, de l'école, et on vous les a mis dans votre classe. Donc, vous avez la pire classe qui puisse exister. Bien sûr, voilà, les élèves, ce n'étaient pas les pires, c'était une classe normale. Ensuite, on a pris une autre classe et on a dit à l'enseignant, écoutez monsieur, on vous a donné les meilleurs élèves qu'on puisse avoir. Les meilleurs de l'école, on vous les a confiés. Et je peux vous dire que le fait de démarrer, si vous voulez, l'année avec juste cette idée, on s'est rendu compte que les élèves, l'enseignant à qui on a donné les pires élèves, qui n'étaient pas forcément les pires, ils ont eu moins 30% au niveau des résultats, et l'enseignant à qui on a dit qu'il a eu les meilleurs élèves, on a constaté plus 20% au niveau des notes et au niveau des résultats des élèves. Donc, en fait, juste la perception de l'enseignant dans sa classe nous permet d'avoir un gap de 50% au niveau du travail à faire. Donc, vraiment, je voulais insister sur ce point, insister sur la résolution de problèmes, insister sur les choses qui sont importantes, en outillant les élèves, en leur donnant des méthodes pour les aider et vraiment se concentrer sur le sens et pourquoi on fait ça et comment tu es arrivé plus que sur le résultat en lui-même, parce que c'est ça ce qui est le plus important. Alors, j'avance en même temps au fur et à mesure donc pour avancer un petit peu sur le travail. Donc, laissez-moi un petit peu vous présenter les livres que vous allez avoir. Donc, du CP jusqu'à la 6e année, on a l'ensemble des livres donc de mathématiques avec un programme qui est conforme au programme officiel donc au niveau de l'arabe, puisqu'on va avoir les 32 leçons qui sont faites au niveau de l'arabe, de même au niveau de l'enseignement qui va être fait en français. Alors, j'essaie de faire passer la slide. Ça ne passe pas. J'essaie une autre méthode. Ah, c'est passé trop vite. Alors, je ne sais pas si je peux revenir. Voilà. Donc, on a vu le livret donc, pour les élèves et pour les enseignants. Donc, nous avons des guides pédagogiques
avec des fiches détaillées, la version corrigée du livre et un e-book pour les écoles qui utilisent les tableaux interactifs ou bien qui disposent de, de rétroprojecteurs pour afficher les activités et leur corriger au niveau de la classe. Alors, comment se présente donc une activité une progression de livres. Donc là, j'ai pris en modèle la progression du livre de CP. Je vous rassure, c'est les mêmes progressions au niveau de tous les autres livres. Donc là, on va avoir, la première semaine, c'est une semaine de démarrage avec des activités de diagnostic, avec des activités de révision globale pour revoir un petit peu les notions fondamentales avant de démarrer les nouvelles leçons. Alors, vous allez avoir conformément donc, au programme officiel des semaines pour la consolidation et l'évaluation, les semaines réservées pour les bilans, donc on va avoir le bilan de premier semestre et le bilan de deuxième semestre, plus bien sûr les 2 dernières semaines qui sont réservées aux activités de fin d'année, avec les 34 semaines, avec les 2 leçons qu'on va avoir. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur les thèmes qui sont mis ici sur le côté. En fait, pour donner plus de sens aux activités donc, qui sont faites par les élèves, on a essayé de travailler par thème. Parce que, comme vous savez, les mathématiques, c'est un enseignement qui est pluridisciplinaire, qui est interdisciplinaire et on va retrouver des croisements entre plusieurs disciplines, notamment la première, qui est le français. Puisque quand on va travailler donc en groupe, les élèves doivent s'exprimer, défendre leurs idées, expliquer leur démarche, expliciter leur méthode de travail, comment ils ont obtenu ce résultat, etc. Donc, on va avoir tout le volet donc, de communication. On va aussi avoir tout le volet donc, vocabulaire et lexique, puisque par exemple, quand on parle d'une recette, de la recette de l'épicier à la fin de la journée qui a vendu de la farine, des œufs et des fraises, en fait, on peut avoir, et ça c'est parmi les types d'erreurs qui sont commises des fois par les élèves, c'est qu'il y a une incompréhension, non pas du sujet en question, donc le sujet mathématique, mais une incompréhension de la langue, puisque les élèves ont pensé qu'il s'agissait d'une recette de cuisine. Et non d'une recette de fin de journée d'un magasin. Donc, tous ces petits éléments-là sont très, très importants et c'est ça ce qui fait qu'il y a une imbrication donc, avec les autres disciplines et effectivement, les mathématiques sont au milieu de tout ça puisque quand on va faire les grandeurs et mesures, donc on va être un petit peu sur des sciences, voilà, on sera sur un croisement de chemin entre pas mal d'activités. Donc, on a travaillé par thème pour rester sur des thèmes qui sont proches des enfants, qui sont à leur portée et qui se rapprochent aussi de ce qu'ils font au niveau du français pour être justement dans une logique, si vous voulez, de complémentarité et de transfert en fait, de connaissances sur ce qui a été fait au niveau du français par rapport aux activités de mathématiques. Alors, commençons directement donc, pour vous montrer une façon de faire donc, une leçon de mathématiques. Alors, je vais essayer de prendre une leçon de CP et on va prendre une leçon un petit peu plus grande, d'un niveau un petit peu plus grand. Donc, première étape, donc si vous voulez, dans la façon de travailler, donc comme vous le savez, nous allons passer par 6 étapes. Donc, première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape 0. Donc, c'est l'étape où on va un petit peu venir à la recherche de tout ce que les enfants savent déjà. Alors, on a tendance à dire que non, c'est une feuille blanche, etc., et qu'on va mettre en place des choses. Non, les élèves ont des représentations, ont des idées qui sont stockées dans leur mémoire, et c'est à nous de mettre des mots sur ces idées qu'ils ont
pour pouvoir par la suite les aider à soit affirmer les représentations qu'elles avaient, puisqu'elles sont justes et correctes, ou à les infirmer, puisqu'elles ne correspondent pas à ce qui se fait. Alors, je vous invite à échanger avec moi au niveau de l'onglet discussion. On me demande la répartition annuelle de calculateurs, donc CE2 et CE3. À la fin, je vais partager avec vous le site, ou bien si Hajar peut le faire maintenant, le site donc, de Imalet, où vous pouvez télécharger l'ensemble des progressions qui sont faites. Alors nous, on vous a donné un modèle donc, du CP, mais l'ensemble des progressions sont disponibles sur le site Imalet, où vous pouvez vous inscrire et télécharger tout ce qui est outils et tout ce qui est ressources pour l'enseignant. Effectivement, cette formation est enregistrée et on va la partager aussi au niveau du site imalet.dcseducation.ma, auquel je vous invite à vous inscrire pour pouvoir, c'est-à-dire échanger ensemble, que ce soit maintenant ou par la suite. Alors, je disais que pour la séquence, si vous voulez, d'une leçon modèle, on passe par les 6 étapes. La première étape, on a dit, c'est l'étape 0, on démarre. À partir de ce que les enfants savent, à partir de ce qu'ils connaissent, à partir des représentations qui se font. Et là, on va leur demander, est-ce que vous avez déjà eu à classer des objets dans votre vie courante? Est-ce que votre maman vous a déjà demandé de ranger vos affaires, de ranger votre chambre, etc. Donc, vraiment partir d'un questionnement, d'une mise en situation, et pourquoi pas, et comme je le précise toujours, on est avec des petits jouets qu'ils ont glissés dans la poche et que les parents ne sont même pas au courant, des petites choses comme ça. Alors, c'est le moment aussi d'installer des règles de classe et de dire, ben, par exemple, vous savez, on va faire la distinction entre les jouets et notre matériel. Peut-être ramener au niveau de l'école, c'est toujours d'expliciter tous ces éléments-là. Donc, deuxième étape, on va passer à l'imprégnation. Donc, l'imprégnation, ça reste, si vous voulez, une étape qui est très, très importante, puisque ça va être une situation où on va donner, si vous voulez, un certain nombre d'éléments de manière concrète aux élèves et on va leur demander de classer. Alors, ça peut être n'importe quoi, ce que vous avez de disponible. Alors, je sais que c'est difficile d'avoir tout le matériel qu'on veut, tout ce qu'il faut au niveau des classes de mathématiques de primaire, mais vraiment, des fois, on n'a pas besoin de matériel acheté, on peut faire beaucoup de choses soi-même ou prendre vraiment ce qu'on a de disponible. Ça peut être des bouchons, ça peut être des petites bûches, vraiment ce qu'on a au niveau de la classe et demander aux élèves de trouver un critère pour pouvoir classer ces objets. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, la couleur, ça peut être la forme, et vraiment accepter toutes les propositions qui vont être faites par les élèves ou par groupe. Et je vous invite vraiment à favoriser le travail collectif et les échanges oraux. Comme vous savez très bien, les élèves apprennent plus, oui, 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 les élèves apprennent plus entre eux qu'avec la maîtresse. Donc, quand on met des groupes, et surtout si les groupes sont bien choisis, puisqu'on va essayer d'avoir des groupes qui sont hétérogènes, on va avoir des élèves qui vont être très, très bons au niveau des mathématiques, avec d'autres élèves qui sont beaucoup plus précis, par exemple au niveau de la géométrie, des choses comme ça, pour pouvoir échanger et observer
les autres élèves, comment ils font, quelles sont leurs stratégies. Et tout de suite, on va définir des personnalités et ça va nous aider à mieux comprendre nos élèves. Parce que tout de suite, on va avoir des élèves qui ont l'habitude de lever le doigt et de poser la question quand ils ne comprennent pas. D'autres qui sont un petit peu perdus et qui essayent de voir un petit peu à droite et à gauche qu'est-ce que les autres font pour essayer de comprendre un petit peu le travail. Et ce qui est important, vraiment, c'est de prendre du temps pour reformuler le travail qui est demandé, que ce soit par l'enseignante ou par un enfant qui a bien compris de ce dont il s'agit et qui va expliquer aux autres élèves. Alors, je reviens à un point qui est important et je le dis toujours dans mes conférences parce que c'est très important pour les enseignants, de pouvoir se chronométrer, de prendre un temps et de dire, voilà, comment je vais chronométrer le temps de parole que je me consacre. Comme vous savez, l'enseignante doit parler 20% du temps et les élèves doivent parler 80% du temps. Alors, la plupart du temps, on remarque que c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est l'enseignante, pardon, l'enseignante qui parle 80% et c'est les élèves qui parlent 20%. Donc, la tendance étant qu'il faudrait inverser justement ce temps de parole en proposant 20% au niveau de l'enseignante et 80% au niveau des élèves. Et les laisser vraiment proposer leur réflexion, développer leur esprit critique, dire qu'ils sont d'accord, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ont une autre façon de faire et vraiment découvrir, si vous voulez, et ça c'est la troisième étape, la découverte de plusieurs critères. Chaque groupe va établir ses propres critères, que ce soit par fonction d'objet, par couleur, et c'est là où on voit que, si vous voulez, la situation problème est bonne, puisque elle ne va pas une seule réponse et une réponse unique. Il faut oublier le schéma où on est dans l'interrogatoire de police, où si vous voulez, où les élèves vont avoir à répondre aux questions avec une seule réponse correcte. Non, plusieurs réponses peuvent être faites ensemble. Alors, j'ai une question ici au niveau de la répartition présentée. Donc, il n'a pas pris en considération les nouveautés curriculaires, les 4 unités. Première unité, on fait une leçon par opposition à la 5e unité, à la 6e. On est censé faire 2 leçons par semaine. C'est exactement ce qu'on a présenté. Au tout début, on a fait une leçon par semaine et par la suite, on fait 2 leçons par semaine et ce, bien sûr, en fonction du temps qui est consacré par les écoles. Nous, on vous propose, si vous voulez, une proposition de progression annuelle qu'on vous propose, mais bien sûr, c'est en fonction de l'enseignante d'adapter en fonction du niveau des élèves, en fonction du temps qui est consacré à la séance. Il y a des établissements qui font 1h30, il y a des établissements qui font 45 minutes, il y a des établissements qui font 3 heures de mathématiques, il y a des établissements qui installent le concept en arabe et qui font un plus au niveau du français, il y en a qui installent le concept en français et qui font un plus au niveau de l'arabe. Donc vraiment, c'est à vous de mettre en place le programme qui va être bon pour vous, pour votre classe, pour la classe de cette année, parce que l'année prochaine, vous pouvez avoir une autre réalité au niveau de votre classe. Donc, c'est effectivement la même démarche qu'on a suivie. Les 4 premières unités, on fait une leçon et à partir de la 5e unité, on fait 2 leçons par semaine, ce qui correspond parfaitement à la progression avec 32 leçons. Voilà. Nous continuons donc
les activités que nous sommes en train de proposer. Donc, première étape, donc vraiment j'insiste sur cette étape de découverte de la situation, parce que c'est ce qui va permettre, si vous voulez, de lancer le travail au niveau des activités. Avant si vous voulez, d'institutionnaliser la leçon, parce que c'est ça ce qui va nous permettre de définir les activités qu'on aura par la suite. Alors, qu'est-ce que j'entends par institutionnalisation? C'est-à-dire découvrir la notion que nous sommes en train d'étudier, et notamment dans un encadré donc, de fond de couleur, où on va détailler la notion qu'on va apprendre. Alors, ici, on parle de classer, de ranger, de regrouper dans un ensemble, donc soit des objets, soit des animaux, soit des personnes, par catégorie. Et on a cité d'autres critères qui peuvent être utilisés pour le classement des activités. Alors, vous allez trouver en général une moyenne de 7 à 8 activités ou bien exercices par leçon. Alors, en fait, on est très attaché à l'idée en fait de pas c'est-à-dire surcharger les élèves beaucoup d'exercices, parce que si on fait plus que ce nombre d'exercices par rapport au volume horaire que nous avons, nous allons constater que nous ne pourrons pas faire les analyses d'erreurs, que nous ne pourrons pas travailler en groupe et que nous ne pourrons pas prendre le temps nécessaire au niveau des activités de découverte et d'apprentissage ou bien au niveau de la résolution de problèmes. Parce que ce qui va prendre le plus de temps au niveau de la séance, c'est vraiment la première partie de résolution de problèmes. C'est ça ce qui va prendre le plus de temps. Parce qu'une fois que cette partie-là a été bien maîtrisée, et que ça a été concluant au niveau de je retiens, les activités d'application et d'extension sont beaucoup plus faciles à mettre en place, et ça, c'est les 2 dernières étapes donc dans la chronologie donc, de la leçon, c'est que justement, on puisse avoir un nombre d'exercices qui soient étudiés. Ça ne sert à rien de faire 100 exercices, strictement à rien. L'essentiel, c'est d'avoir une qualité dans les exercices qui va nous permettre de travailler la notion dans sa globalité. Ceci n'empêche pas de proposer et de revenir sur le guide pédagogique où on propose d'autres activités, notamment pour la différenciation pédagogique. Pour les élèves qui ont eu plus de mal à faire cette activité, on peut leur donner des choses beaucoup plus simples. Et pour les enfants qui peuvent aller beaucoup plus loin, on peut leur proposer des choses qui leur permettent d'aller plus loin. Alors, ça nous permet de revenir un petit peu sur la pédagogie, parce que la pédagogie, en définitive, c'est quoi? C'est que pour les élèves qui ont des difficultés, leur permettre d'aller de l'avant. C'est-à-dire que si l'enfant, je ne sais pas, a l'habitude d'avoir 4 sur 10, qu'il puisse avoir 6, 7. Et pour les élèves qui ont l'habitude d'avoir 8, d'aller sur du 10, etc. C'est ça, la pédagogie, c'est de permettre à chaque enfant, en fonction de son rythme, parce que c'est très important de travailler en fonction du rythme des enfants. Et parmi les outils qu'on propose de différenciation, c'est des fois juste de laisser un petit peu plus de temps à l'élève et ça va lui permettre de trouver la solution par lui-même parce qu'il a besoin de temps pour processiser, parce qu'il a besoin d'avoir une charge mentale qui est moins importante pour pouvoir trouver des réponses à toutes ces questions. Alors, les démarches de résolution de problèmes, on va les voir tout à l'heure. Si vous permettez, on va avancer un petit peu sur le PowerPoint et on va avoir le temps de bien les voir en détail. Alors, beaucoup d'activités donc, pour apprendre à raisonner donc, et aussi de manière ludique, parce qu'on a parlé de la motivation, on a parlé du robot calculator, on a parlé de pas mal de choses et l'objectif, c'est de trouver, si vous voulez, des activités où les élèves vont pouvoir mettre en place une démarche donc pour la résolution de problèmes et appliquer donc les stratégies apprises
donc, grâce aux pictogrammes qui sont en haut, ici. Donc, ici, si j'ai besoin d'un peu plus de temps, si j'ai besoin d'outils pour me rappeler la notion en question, ou bien si j'ai besoin de demander à un ami ou à l'enseignante pour avoir plus d'activités. L'essentiel étant de développer le raisonnement des élèves à travers les activités. Alors ici, on va demander au robot de trouver son chemin et attention, il ne doit pas passer par les cahiers rouges. Donc, on doit trouver un ensemble de chemins. Alors, il y en a qui vont prendre tout de suite un crayon, qui vont commencer à travailler. Il y en a qui vont commencer par la fin. Donc, ils ne vont pas commencer par le robot, ils vont commencer par l'école. L'essentiel étant d'observer toutes les stratégies mises en place par les élèves, leur demander de les expliciter, de les partager avec le groupe parce que c'est ce qui va permettre aux enfants d'évoluer. Et bien sûr, de toujours mettre en place un certain nombre de choses, notamment pour les petites classes, vous savez, passe par le corps. Donc, si par exemple, on peut faire dans la cour de récréation ou dans la salle de sport ou de psychomotricité un petit parcours où on demande aux enfants de ne pas passer par les balles rouges ou bien de ne pas passer par un certain nombre d'obstacles, le fait de vivre ça et d'ensuite venir et de garder une trace dans leur livre, je peux vous assurer que vous allez avoir un maximum d'enfants qui ne vont pas se tromper et qui vont justement pouvoir aller de l'avant donc dans les étapes à suivre justement pour travailler de manière convenable et avec les résultats qui sont escomptés, que ce soit par les parents ou par l'école. Alors, on a toujours des défis qui sont lancés par les super-héros, les copains du robot calculator. Et ici, on va avoir un défi donc, de langue et de couleur, où on doit retrouver le mot qui est écrit dans sa couleur. Alors, il n'y a pas tous les mots qui sont écrits dans leur couleur. Il faut chercher le mot qui est écrit dans sa couleur correcte. Donc, ça, c'est des défis qu'on lance à la fin. Alors, ici, c'est ce qu'on a, c'est la dernière page qu'on a au niveau de l'aide-mémoire. Et c'est ici où on va avoir, si vous voulez, toutes les étapes à suivre et les 3 stratégies à suivre pour la résolution de problèmes. Et c'est ça ce qui va aider les élèves à travailler. Alors, première chose, lire et relire le problème attentivement. Alors, lire et relire le problème attentivement quand c'est à partir d'un écrit et que les élèves sont autonomes au niveau de la lecture. Alors, pour les classes qui sont plus petites et les enfants ne maîtrisent pas encore la lecture, on peut leur formuler le problème oralement et leur reformuler, que ce soit par l'enseignante ou par un autre élève, le problème attentivement, bien comprendre ce qui est demandé. Quelle est la question? Des fois, on pense que les élèves ont bien compris la question, mais en fait, le problème n'est pas très clair. Donc, ce qui est important aussi, c'est de vivre le problème. Par exemple, ça peut être une théâtralité de ce problème. Je vais jouer, moi, le marchand je sais pas moi, de cartes Pokémon ou le marchand de choses qui intéressent les enfants. Et l'élève va jouer le client. Donc, il vient chez moi, il me donne de l'argent et il me demande donc combien il m'a donné. Et je théâtralise, si vous voulez, le problème parce que c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire que je dois focuser mettre le focus donc dans ma présentation de l'énoncé sur vraiment la résolution et leur donner une image mentale qui va les aider à représenter la tâche qu'ils ont à faire pour bien sûr s'y engager et bien répondre. Et troisième étape, c'est faire un tri des informations qui sont lues ou entendues du problème en 2 catégories, les nombres qui vont m'être utiles et les nombres inutiles, s'il y en a, pour résoudre le problème. Alors, si par exemple, on est en train de résoudre un problème sur, par exemple, le marchand, donc le jeu de rôle du marchand avec un client qui est venu et qui a payé, il faut rendre la monnaie.
Et que si je dis que dans l'énoncé, par exemple, il est parti chez lui à 9 h du matin, ben, c'est une information qui n'est pas utile du tout et qui ne nous intéresse pas dans ce problème, dans cette résolution de problème. Alors, pour la deuxième étape, qui est aussi très, très importante, c'est écrire ce qu'il faut chercher. Alors, vraiment encourager les enfants à faire des schémas, à faire des dessins et bien sûr à bien différencier parce qu'on a toujours tendance, par exemple, pour les élèves, surtout des petites classes, si on doit compter les chats et les chiens, ben, ils vont sortir leur plus beau feutre ou leur plus beau crayon de couleur, ils vont s'amuser à faire des beaux chats, bien dessiner, passer du temps, etc. Il faut les recentrer, si on veut, sur le problème et leur dire que le plus important, c'est pas de bien dessiner le chat, c'est de revenir sur la résolution du problème, la question qui a été posée initialement par rapport au problème et que le but, c'est de compter combien il y a de chats et de chiens. Donc, on va prendre par exemple les chats avec un petit rond et les chiens avec une croix. Et je vais dessiner autant de chiens et de croix, autant de chats et de ronds que ce qui est demandé dans l'énoncé. Et c'est très important de les faire passer d'un niveau de manipulation concrète avec des choses réelles à un niveau d'abstraction qui va leur permettre d'une part de gagner du temps et d'autre part de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de rechercher à travers des schémas et à travers, si vous voulez, des activités donc purement concrètes. Alors, deuxième étape, c'est de trouver l'opération correcte à effectuer. Donc, est-ce qu'on est en train d'enlever des choses? Est-ce qu'on est en train d'en rajouter dans l'ensemble? Est-ce qu'on est en train… Qu'est-ce que nous sommes exactement en train de faire dans cette activité-là? Et par la suite, donc de poser l'opération. Alors, entre ces deux étapes, il y a un élément important, c'est l'estimation. C'est l'estimation du résultat. C'est-à-dire que même si je ne sais pas encore bien calculer, mais voilà, on a fait les doubles et je sais que 6 plus 7, ben, c'est plus que 6 plus 6, je sais que c'est 12. Par exemple, donc je suis en train de chercher un résultat qui est un petit peu proche du 12, un petit peu proche du 10. Si je trouve, je ne sais pas, 60, c'est qu'il y a un problème dans mon travail, s'il y a un problème au niveau de l'opération, ou bien comment je l'ai posé, etc. Donc, bien sûr, revoir avec les élèves la façon avec laquelle on pose, en alignant les dizaines, les unités, les centaines, les milliers par la suite. C'est toujours la même démarche, que ce soit pour le CP comme pour la 6e année primaire. Vraiment, réécrire les éléments de manière efficace et bien sûr comparer donc le résultat obtenu avec l'estimation qu'on a faite au tout début et bien sûr écrire une réponse correcte à la question posée en aidant les élèves à apprendre à récupérer les mots donc de la question pour pouvoir répondre. Alors si on me demande combien y avait-il de chiens dans la case, alors c'est intéressant de reprendre. Il y a le nombre, donc 42 par exemple, chiens dans la case et reprendre les mots utilisés dans la question. Alors bien sûr, la procédure de vérification est toujours très importante puisque voilà, on explique aux enfants comment ils peuvent vérifier les corrigés qui ont été faits et reprendre un petit peu, et ça ce qu'on a dit au début, c'est le transfert de ce qui a été fait en français par rapport aux mathématiques en mettant une majuscule au début de la phrase, donc un point à la fin et écrire les nombres en chiffres et en lettres en utilisant les mots de la question comme on a dit. Alors relire la phrase réponse en vérifiant qu'on a bien répondu à la question qui a été posée et voilà, c'est vraiment les étapes qui permettent aux élèves donc de travailler de manière pratique, si vous voulez,
la résolution de problèmes qui est au cœur donc, du travail qui a été fait. Alors, pour le guide pédagogique, donc on voit que, alors je ne sais pas s'il y a, pardon, voilà. Donc, au niveau du guide pédagogique, donc, on va reprendre un petit peu les fiches de préparation, donc de l'énoncé et des leçons donc, qui vont être faites par l'enseignant. Donc, en fait, nous, ce qu'on va vous offrir, c'est des réponses aux questions, des conseils et une banque de ressources complémentaires, des activités d'évaluation, de soutien et aussi de synthèse qui vont permettre à l'enseignant de mieux travailler avec ses élèves. Alors, avant d'attaquer, si vous voulez, la fiche pédagogique, je voudrais tout d'abord vous expliciter un petit peu quelles sont la façon avec laquelle donc, on va mettre en place la fiche. Alors, d'abord, on va avoir, comme vous voyez ici, oups, on revient. Je veux juste enlever cette partie-là, donc qui m'empêche de voir le tout début de la fiche. Pardon. Alors ici, on va avoir le numéro de la fiche qui correspond au numéro de la leçon, le titre du chapitre. Donc ça, c'est le deuxième élément donc, qui va être présenté. Donc, on a une liste de leçons, comme j'ai dit, qui sont conformes aux leçons au niveau du ministère de l'Éducation nationale et on va se référer donc pour le choix des titres de chapitres de leçons à cette progression. Donc, deuxième étape, c'est la durée officielle donc, qui va être mise en place au niveau des activités. On part, nous, sur 1h15. Mais on peut, bien sûr, à travers les exercices d'approfondissement, à travers les évaluations, à travers les activités de différenciation pédagogique, permettre aux enseignants de gérer le temps pour pouvoir soit augmenter le temps, soit diminuer le nombre d'heures qui est réservé donc, au temps donc, qui va être réservé à la séance de mathématiques. Alors, bien sûr, définir la modalité donc, de travail. Est-ce qu'on va travailler sous forme de groupe ou sous forme de groupe classe, donc de petits groupes ou de groupes classe? Je vous encourage à travailler avec des groupes de 8 élèves. Ça permet justement de travailler de manière plus clair au niveau d'apprentissage. Définir les objectifs, donc c'est les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qu'on envisage enseigner aux élèves. Et donc, c'est l'objet central de la leçon. Donc, ils doivent être, bien sûr, élaborés avec un grand soin et une rigueur parce que c'est ça ce qui va permettre, si vous voulez, de rester concentré sur la formulation d'un objectif de manière générale qu'on peut ou pas décliner donc, en objectifs spécifiques. Troisième point, c'est les prérequis. Donc, contrôler les prérequis, voir un petit peu quelles sont les choses que les élèves doivent absolument maîtriser avant d'entamer cette activité ou bien cette leçon. Par exemple, si on doit faire le calcul posé avec la retenue, il faut s'assurer que les élèves ont bien maîtrisé le calcul posé normal. Ensuite, que le passage à la dizaine est bien maîtrisé. Ensuite, on peut passer à cette activité. Donc, on peut avoir une activité introductrice qui reprend un petit peu tous ces prérequis pour donner, si vous voulez, le même départ à tous les élèves, que ce soit les élèves qui maîtrisent ce prérequis-là ou les élèves qui ont oublié ou qui ne savent plus exactement de quoi il s'agissait. Alors ensuite, on passe au scénario pédagogique. Donc ça, c'est très important aussi de mettre en place le scénario qui va être
développer. Alors, pour développer ce scénario-là, on peut mettre en évidence donc, les techniques qui vont être utilisées, donc l'environnement, on en a parlé, donc les travaux en groupe, les travaux individuels ou en binôme, le matériel qui va être disponible, la mise en scène donc qu'on va mettre en place. Est-ce que, comme tout à l'heure, on va faire une petite pièce de théâtre avant de démarrer le scénario, etc. Et l'élaboration du scénario, donc ça va se passer, si vous voulez, en 3 étapes. Première étape, donc c'est quoi la rubrique qu'on va consacrer à chaque activité, avec un temps approximatif qu'on va accorder. Donc, vous savez qu'on ne peut pas dépasser, si vous voulez, au niveau des activités, 15 à 20 minutes. Au niveau de la deuxième partie, donc, quelles sont les étapes de la leçon? Donc, premièrement, donner la consigne, comment on va gérer de leçons où les élèves vont reprendre la leçon. Est-ce qu'on a un cahier d'exercice en plus? Est-ce que le calcul mental va être fait au niveau du livre de l'élève en plus d'être fait dans le cahier? Et c'est ce que je vous recommande. Comment gérer les interventions des élèves? Comment noter leur passage donc, au tableau? Les remédiations nécessaires. Alors, on a toujours tendance à laisser la remédiation et la consolidation à la fin donc d'un certain nombre de semaines, en général 4 ou 5 semaines. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire de la remédiation tout le temps avec vos élèves pour justement les aider à mieux travailler et à mieux comprendre leurs erreurs, surtout parce que voilà, on n'a pas le temps de faire ça individuellement, mais c'est très très intéressant pour les élèves de faire l'analyse des erreurs, pas seulement de manière collective, mais aussi de manière individuelle ou par petits groupes. Alors, la dernière partie, si vous voulez, donc de cette activité. Donc, par exemple, si on est en train de faire découvrir, je ne sais pas moi, les médianes d'un triangle par les élèves, donc il faut revoir la notion de triangle, revoir la notion de médiane dans le triangle et la notion de droite, que ce soit les droites concurrentes, pour faire construire avec les élèves le triangle et les 3 médianes, donc comme activité. Donc, ça sera vraiment ça les étapes. Alors, si on est en train de faire, par exemple, le plus grand dénominateur commun pour chaque entier, pour 2 entiers naturels, ben, on va partir de 2 entiers, des diviseurs communs, donc de ces entiers-là. Ensuite, déterminer la composition en produit des facteurs premiers, donc de chaque nombre, puis ensuite le produit des facteurs premiers communs aux 2 décompositions, et chacun étant affecté du plus faible exposant pour avoir les 2 décompositions, et à partir de là, ben, on va demander de comparer les 2 résultats. Et ici aussi, on parle de notion d'entier naturel, de diviseur d'un entier, de diviseur commun à 2 entiers, d'exposant de décomposition d'un entier en produit de facteurs. Donc, toutes ces compétences-là doivent être déjà maîtrisées par les élèves. Ensuite, on met quelle est la trace écrite, que ce soit qu'on va laisser au niveau du cahier de leçons, si vous en avez, ou bien du tableau, ou bien au niveau de l'affichage, parce que comme vous le savez, l'affichage est très, très important. C'est très important quand on rentre dans la classe de voir l'affichage par rapport aux activités qu'on a construites, par rapport aux situations, problèmes qu'on a vues au départ, de pouvoir mettre une synthèse des différentes réflexions, des différentes idées donc, qui ont été émises par les élèves et qui ont été formulées par eux pour garder une trace, si vous voulez, de l'activité. Et ça va nous permettre, et aussi pour la semaine de consolidation et de diagnostic. Ensuite, ben, on va reprendre les activités d'application. Alors, on peut consacrer un certain nombre d'activités
d'applications, on peut faire une sélection d'applications à faire au niveau de la classe et laisser d'autres applications, par exemple, au niveau du travail qui va être fait à la maison. Donc, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire dans votre établissement, laissez quelques exercices de réinvestissement dans cet élément-là. Donc, vraiment avoir une fiche pédagogique qui reprend un petit peu tous les éléments. Alors, je voudrais parler un petit peu plus donc, du calcul mental avant de vous laisser la parole si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires par rapport à tous ces éléments qu'on a discutés aujourd'hui. Donc, quand on parle du calcul mental, donc le calcul mental est très, très important parce qu'il est indispensable, que ce soit pour les compétences mathématiques, pour l'évolution des élèves au cours des cycles, mais aussi pour les besoins de la vie quotidienne. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir un estimatif. Donc, savoir calculer par grandeur, que ce soit pour les petites classes, calculer les dizaines, à peu près combien tu auras de dizaines. Donc, ce sera un nombre entre 30 et 40, par exemple. Et pour les grandes classes, en milliers, en millions, mais trouver un estimatif qui va permettre, en fait, de réduire l'écart qui va se creuser et qui va fragiliser, si vous voulez, l'apprentissage des techniques. Parce qu'en fait, quand on a un déficit au niveau de la maîtrise du calcul mental, on voit que les autres, ils trouvent tout de suite la réponse et que nous, on a besoin d'un peu plus de temps. Donc, vraiment, analyser avec les élèves ces échanges-là et voir un petit peu quelles sont les questions qu'on peut poser directement aux élèves. Par exemple, on regarde un élève, on lui dit « Ah, tu es en train d'effectuer une opération et pourquoi tu as mis 5 ici? Est-ce que tu es certain de ce résultat? Est-ce que tu peux recalculer devant moi ?» Et inviter un maximum les élèves à penser tout haut. Il faut qu'ils puissent mettre des mots à leur démarche, à leur réflexion, à leur façon de faire. Et tout de suite, on va avoir des élèves qui vont changer leur réponse parce que tout simplement, l'enseignante est à côté, elle est en train de les observer d'une façon active et elle essaie de comprendre comment l'élève procède sans dire que c'est une bonne réponse ou que c'est une mauvaise réponse. Et toutes ces corrections qu'on fait immédiatement, elles sont essentielles parce qu'elles évitent justement aux élèves de faire installer des erreurs qui vont s'installer pendant un certain nombre de choses. Donc, très important aussi, et je pense que vous le faites dans vos classes, c'est l'entretien sur l'analyse des erreurs. Alors, vraiment consacrer du temps aux élèves, leur demander de prendre en compte l'erreur de manière beaucoup plus fine et de comprendre quelle est la difficulté qu'a rencontré cet élève ou un groupe d'élèves. Des fois, on trouve plusieurs élèves qui ont fait la même erreur. Alors, on pose la question, qu'est-ce que tu as fait ici? Et à ton avis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et est-ce que maintenant, tu sais ce qu'il faut faire pour réussir? Donc, ces trois questions ou ce genre de questions aident les élèves d'abord à prendre en compte les points forts donc, des élèves. Donc, toi, ton point fort, c'est de faire des beaux schémas. Tu fais des beaux schémas, tu comprends bien ce qu'il faut faire. Après, de vraiment les inviter à développer une attitude positive. Et pour que les élèves puissent avoir une attitude positive, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'enseignant puisse avoir une attitude positive. Par exemple, quand je demande aux élèves de reconnaître leur réussite, de se faire confiance. Et juste dans le regard de l'enseignant, quand on dit à un élève que je sais que tu peux réussir, je sais que tu vas y arriver, ça donne un capital, si vous voulez, d'estime de soi qui va permettre l'engagement et qui va permettre la réussite des apprentissages. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très demandé. Alors, des fois, face à une réponse attendue, on peut avoir des démarches qui sont complètement inopinées, étonnantes, qu'on n'a jamais vues.
et tout de suite, l'enseignant a tendance à dire « Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut reprendre la démarche qu'on a faite. » Mais si on prend le temps d'analyser plusieurs types de façons de faire, d'ailleurs, comme le disait le grand philosophe, faire des mathématiques, c'est faire preuve d'imagination, parce qu'il faut imaginer des solutions à des problèmes qu'on rencontre. Et ces différences, ces diversités, si vous voulez, de stratégies, de procédures, vont être très, très utiles pour les autres élèves, et ils vont aider les élèves, si vous voulez, à travailler en dehors de la boxe. Un dernier point aussi qui est très important, c'est le recours à la calculatrice. Alors, le recours à la calculatrice, pour certains problèmes mathématiques, surtout pour les grandes classes, est un élément très important, puisqu'il évite la surcharge mentale dont on a parlé tout à l'heure, et permet à l'élève, si vous voulez, de gérer donc sa mémoire, et pour certains élèves qui en ont besoin, les aider à décomposer le problème ou bien la résolution de ce problème en sous-tâches qui sont beaucoup plus faciles à gérer pour un élève que de faire l'ensemble des étapes en leur mettant en place, par exemple, des règles pour structurer la résolution de problèmes pour les enfants qui ont besoin de cette structuration, ou bien les étapes à suivre sous forme de checklist pour qu'ils puissent valider les éléments. Alors, on en a parlé aussi au début, c'est que les erreurs qui sont de plus en plus fréquentes, des fois, elles trouvent l'origine pas en mathématiques, mais dans d'autres disciplines. Et le transfert de connaissances, c'est une opération qu'il faut construire. Donc, c'est vraiment un travail en permanence. Faire des allers-retours entre le français, les mathématiques et d'autres disciplines. Et c'est une activité donc intellectuelle authentique qui permet, si vous voulez, de rapprocher les deux contextes. C'est-à-dire que ce qu'on fait en français, par exemple, quand on dit « il n'a pas acheté », on ne peut pas inclure cette information, elle doit être considérée comme une information inutile parce qu'on a une négation. Ça veut dire qu'il n'a pas utilisé. Et d'apprécier, si vous voulez, ce qu'on a fait au niveau du français avec d'autres choses. Alors, bien sûr, on ne va jamais le redire de manière assez souvent, les classes où on peut se tromper, où l'erreur est permise, sont les classes qui permettent aux élèves de mieux réussir. Mais il ne suffit pas qu'on s'arrête à ce point-là, et je vais clôturer avec ça, au niveau que l'erreur soit permise, mais il faut l'exploiter. L'exploiter. Alors, comment l'exploiter? Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est proposer des fois un nombre d'exercices moins important aux élèves pour pouvoir donner du temps à l'enseignant pour pouvoir finir son scénario pédagogique par une analyse de l'erreur. Je préfère qu'on prenne le temps de décortiquer un exercice qui nous paraît le plus intéressant pour la classe, pour le décortiquer et faire cette analyse de l'erreur, plutôt que de faire plus d'exercices, et voilà, derrière on n'aura pas d'informations intéressantes. Simplifier, et j'ai dit tout à l'heure, en sous-tâche les activités, rajouter des étapes supplémentaires dans la résolution de problèmes pour certains élèves avec certaines difficultés, et laisser bien sûr un peu de temps individuel, si vous voulez, à l'élève pour qu'il puisse constater lui-même sa difficulté et instaurer un dialogue entre l'élève et lui-même pour pouvoir comprendre
la démarche qu'il a faite, où est-ce qu'il s'est trompé et qu'est-ce qui lui restait à faire. Donc, proposer aussi des supports variés aux élèves. Donc, soit l'enseignant, il peut raconter une histoire pour dire que, vous savez, avant de venir aujourd'hui à l'école, je suis partie acheter du matériel dont il avait besoin, des cols par exemple, on n'en avait plus, et je me suis trompée, j'ai compté et ce n'était pas le bon compte. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? On va reprendre le calcul parce que je pense que ce n'est pas ça ce qu'il devait me rendre le monsieur. Et on reprend et on explique de manière plus détaillée. Alors, je pense que je vais clôturer avec cet élément-là, vraiment donner du temps aux élèves, travailler avec eux de manière réfléchie et construite au lieu vraiment de faire un maximum d'exercices. Alors, j'aimerais toujours qu'on se concentre sur la qualité plutôt que la quantité et laisser les élèves, pour ceux qui veulent, par exemple, s'exercer plus, du temps, que ce soit à la maison ou bien dans les semaines de consolidation et d'évaluation. Alors, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de c'est pas facile de trouver du temps pour venir dans un webinaire ou dans un atelier de formation comme celui-là. Un samedi matin, je sais qu'on est toutes prises et qu'on a beaucoup de choses à faire, mais de donner du temps comme ça me rassure et ça me fait plaisir. Et je sais que les élèves sont entre de bonnes mains, puisque ils ont de la chance de vous avoir comme enseignant et que vous êtes là de manière rigoureuse et que vous voulez apporter le meilleur à vos enfants. Donc, je vous remercie de cet engagement et de la qualité de la relation que vous mettez en place avec vos élèves. Donc, je vous remercie énormément pour ça. J'ouvre la porte comme on a convenu pour les questions. Donc, vous pouvez échanger au niveau de l'onglet qui est sur le bas ou sur le haut, tout dépend de où est-ce que vous le mettez, pour les discussions, pour poser toutes les questions qui vous intéressent. Alors, j'espère que j'aurai les réponses à toutes vos questions. Oups. Je repartage l'écran et je prends toutes vos questions. Alors, il y avait des questions sur je pense que j'ai répondu, diversité d'exercices, démarche. Alors, les feuilles qui se déchirent du livre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on a augmenté la qualité de nos livres, notamment en mettant une colle spéciale pour les livres. J'ai envie de dire que, quand vous parlez de l'erreur, ça fait partie des erreurs des enfants. Il faut leur apprendre à manipuler le livre. Ça fait partie des apprentissages aussi. Au début de l'année, tous les livres sont beaux, sont bien, sont encore avec l'odeur d'un livre neuf. Donc, effectivement, avec la manipulation, les livres se détériorent. Ça fait partie, en fait, de l'apprentissage. Mais nous, de notre côté, on a augmenté la qualité pour justement que on évite ce genre de choses. Mais le plus important, c'est que les enfants apprennent dans de bonnes conditions. On peut demander aux élèves de couvrir les livres, de mettre des scotch. On peut aussi les garder à la maison parce que je sais que les garder en classe, pardon. Je sais que le fait de les emmener tous les jours à la maison, ça détériore encore plus les livres. Donc, voilà pour la réponse. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais que la question, elle ne vient pas tout de suite au niveau
quand on assiste à un webinaire, la première question n'arrive pas tout de suite. Des fois, on part et on se dit « Ah, mais j'aurais dû poser cette question » ou « Voilà, j'ai cette difficulté au niveau de ma classe » ou bien, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur si vous voulez, la résolution de problèmes. On peut faire, par exemple, un autre webinaire et l'accès sur la résolution de problèmes et en parler de manière détaillée pour que vous puissiez vraiment être plus au fait de ce qui se fait au niveau de la résolution de problèmes. Donc, encore un petit moment, s'il y a des questions, et on clôture ce webinaire. Alors, je vous remercie pour votre attention encore une fois et je vous remercie d'être au rendez-vous et pour votre fidélité aussi. Et je vous invite à communiquer avec nous pour toutes vos questions, pour tous vos besoins. Il y a une adresse mail qui va s'afficher en bas de l'onglet discussion. Donc, c'est contact@dcseducation.ma. C'était un plaisir pour moi de vous présenter la collection Nénuphar aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que vous avez une mallette pédagogique? Alors, c'est ce que j'ai explicité tout à l'heure au niveau des ressources pour les enseignants. Alors, les ressources pour les enseignants, c'est un guide pédagogique. C'est le EPUB pour les établissements qui utilisent les tableaux interactifs ou bien les rétroprojecteurs qui sont téléchargeables sur le site iMallet. Et le troisième, c'est la correction de tous les exercices qui sont présents dans tous les livres du CP jusqu'à la 6e année. C'est ce que comporte la mallette pédagogique, ainsi que les progressions qui sont à jour au niveau des activités. Voilà. Donc, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous dans ce webinaire et de vous présenter la collection Calculator. Je vous invite à faire part avec nous de toutes les choses qui vous paraissent améliorables ou vos propositions. Vraiment, c'est à travers vos remarques, vos retours qu'on améliore nos produits et comme vous le savez, on s'inscrit dans une dynamique où on propose à chaque fois des nouveautés, des plus pour vous faciliter vraiment votre tâche au quotidien. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.